Salut et bienvenue dans cette nouvelle journée 143 du Build in Public. Aujourd'hui, j'ai toujours pas reçu le cahier des charges de notre ami qui est dans le télécom. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le relancer. On va le relancer et on va essayer de voir où est-ce que ça en est, qu'est-ce qui bloque. Parce que j'ai reçu la compte, mais j'ai pas reçu le cahier des charges. Et ça, c'est rare. D'habitude, je reçois le cahier des charges et je reçois pas la compte. Mais là, c'est l'inverse. Du coup, je l'ai relancé et il m'a dit que je devrais le recevoir demain ou après-demain maximum. En fait, il y a tellement de détails à travailler. Et comme lui et ses associés savent exactement ce qu'ils veulent, du coup, ils vont mettre vraiment les détails sur leur cahier des charges. Et du coup, ça peut leur prendre plus ou moins du temps. En attendant le cahier des charges, aujourd'hui, j'ai appliqué ce qu'on a vu ensemble il y a quelques jours de ça en ce qui concerne la stratégie pour déléguer. Alors, dans mon cas, c'est assez particulier parce que j'ai déjà délégué par le passé, donc j'ai déjà une expérience dans tout ce qui est délégué et j'ai déjà certains contacts avec qui j'ai déjà délégué du travail. Mais si je devais recommencer à créer une équipe de zéro, la première chose que je ferais, c'est de chercher des A-players. Et pas n'importe quel A-player, mais des A-players qui sont spécialistes dans une seule tâche. Je veux pas d'un A-player généraliste qui maîtrise toutes les compétences. Je veux un A-player qui maîtrise la création de site web, un A-player qui maîtrise le community management, un A-player qui maîtrise le media buying. Et après, si j'ai envie d'une personne qui est un petit peu multitâche, qui maîtrise un petit peu toutes les compétences, à ce moment-là, lui, je le prendrai en tant que manager, histoire qu'il manage tous les différents A-players et qu'il puisse faire le lien entre le client et les A-players. Et d'ailleurs, ça, c'est mon taf. Tant qu'il n'y a pas de manager, moi, je suis là pour chercher les A-players et pour faire le lien entre les clients et le A-player. Une fois qu'il y aura suffisamment d'A-players pour chaque tâche et qu'il y aura suffisamment d'oseille qui rentrera dans l'entreprise, là, je pourrais me permettre de prendre un manager qui, lui, va faire le lien entre les clients et les différents A-players. Et à ce moment-là, quand on arrivera à ce stade-là, j'aurai automatisé tout le process. Et ça, c'est plutôt cool. Mais là, la première étape, c'est d'abord trouver des A-players dans chaque domaine, de les tester avec 1-2 clients, de mettre en place le process pour pouvoir balancer de la quantité. Et une fois qu'on aura un A-player pour chaque compétence, là déjà, j'aurai semi-automatisé le business, puisque je m'occuperai toujours du business, je m'occuperai toujours de faire le lien entre les clients et mes sous-traitants, mais quelque part, c'est pas moi qui fera les prestations. Donc déjà là, c'est semi-automatisé. Et ça va être notre but si on veut scaler et atteindre nos objectifs. Maintenant, pour trouver le A-player qui correspond parfaitement à ta recherche, on en a déjà parlé, on va utiliser la technique de l'entonnoir. Donc l'idée, ça va être de rentrer le maximum de personnes dans l'entonnoir, que ce soit autour de toi, dans ton cercle proche, ta famille, tes amis, que ce soit ton réseau, que ce soit ton audience, si tu as une audience, que ce soit à travers les plateformes de freelance, les plateformes de marketplace. Tu vas faire rentrer le maximum de personnes qui est susceptible d'être intéressées par ton annonce ou par tout simplement la candidature que tu vas mettre en ligne. Et bien sûr aussi à travers les rencontres que tu as pu faire dans les conférences, dans les séminaires ou tout simplement des rencontres que tu as pu faire par hasard lors de tes voyages. Plusieurs fois, je voyageais, je rencontrais des gens parce que j'aime beaucoup parler avec des inconnus et il se trouve que je rencontrais des gens comme une personne que j'avais rencontrée sur Nice qui sortait d'école de graphisme ou comme une autre personne que j'avais rencontrée sur Paris qui était développeur web ou une autre personne aussi que j'ai rencontrée sur Bali qui lui développe des smart contracts donc dans le monde de la blockchain. Bref, les rencontres que tu peux faire à l'extérieur peuvent te déboucher vers des opportunités et les rencontres que les autres font avec toi peuvent leur déboucher eux aussi à des opportunités. Donc c'est gagnant-gagnant. Maintenant, une fois que tu as suffisamment de personnes dans ton entonnoir, qu'est-ce que tu vas regarder? Eh bien, il y a quelque chose en tout cas qui est sûr et certain que je ne vais jamais regarder, c'est le CV. Le CV, ça m'intéresse pas. J'ai jamais regardé de CV, j'ai jamais demandé de CV, j'ai jamais lu aucun CV. Tout ce qui est théorique, les écoles que tu as pu faire, les diplômes que tu as, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la pratique. C'est la pratique qui m'intéresse. Moi, je veux voir un portfolio. Je veux une capture vidéo de ton écran où tu me montres exactement comment tu mets en place tout simplement tes process, quel logiciel tu utilises, quels outils tu mets en place, ta méthodologie c'est quoi. Et vraiment, j'ai envie de voir comment tu travailles, comment tu fonctionnes. C'est ça qui m'intéresse. Ton CV, ta couleur préférée, tes hobbies, tout ça, je m'en fiche. Tout ça, ça m'est égal et surtout, ça va rien me dire de toi. En revanche, les outils que tu utilises, comment tu vas
trouver une solution à un certain problème, ça m'intéresse. Tout ce qui est compétences, bien sûr, mais process et vitesse d'exécution, tout ça, ça va faire de toi un A-player. Idem pour ton adresse. Savoir où tu habites, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je cherche, c'est des gens compétents et francophones. Mais après, tu peux vivre au Maroc, en Tunisie, en Thaïlande, ça me va. Tant que tu as une connexion internet et que tu as ton PC, et ça me va. Il y a tout qui me va, il n'y a pas de problème. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément d'avantages dans le full remote. Ce qu'on appelle le full remote, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement les gens qui sont indépendants en télétravail. Donc en gros, tu es sous-traitant ou partenaire pour une entreprise, mais que tu travailles de chez toi ou n'importe où dans le monde, alors on peut dire que tu es en full remote. Ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque fois que je travaillais avec un prestataire ou un sous-traitant, il était tout le temps en full remote et je n'avais pas l'exclusivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces sous-traitants travaillaient pour d'autres entreprises en même temps que moi. Alors, moi, ça me dérangeait pas. Et en plus, ça me coûtait moins cher. Ça me coûtait moins cher parce que pour avoir les exclusivités, il faut avoir vraiment les reins solides parce que derrière, il va falloir que tu assures, que tu garantisses un certain nombre, une certaine quantité de travail quasi hebdomadaire pour être sûr que tu ne perds pas ton exclusivité. Mais dans tes débuts, tant que tu n'as pas un empire, tant que tu maîtrises pas vraiment le marché national, voire européen, tu n'as pas besoin d'exclusivité. Tu peux travailler avec des sous-traitants et des freelances qui, eux, travaillent pour d'autres entreprises, pour d'autres agences. C'est pas dérangeant tant qu'ils apportent le travail que tu attends. Ce qu'il faut savoir aussi en full remote, c'est que la plupart de tes sous-traitants vivent en général dans des pays où le coût de la vie est bas. Quand je dis le coût de la vie est bas, c'est que dans ces pays-là, le SMIC est entre 50 et 200 euros par mois. Donc lorsque toi, tu vas proposer 300 voire 400 euros par projet, c'est comme si tu proposais 2 fois le SMIC. Donc pour les gens qui vivent dans ces pays-là, c'est bien payé. Et comme c'est bien payé, eh bien toi, ta marge, elle est plus importante que si tu choisis un sous-traitant en France qui sort d'un bac+5, qui n'a aucune expérience en pratique, mais qui a que de la théorie. Bref, t'es 100% perdant. Par expérience, crois-moi, t'es 100% perdant. Tu le paieras plus cher et en plus, il n'aura pas d'expérience, laisse tomber. Toi, encore une fois, ce qui t'intéresse, c'est pas où il habite. Ce qui t'intéresse, c'est qu'il soit compétent et qu'il parle français, ok, qu'il soit francophone. Autre point super important, je te conseille de prendre 2 personnes. 2 personnes de préférence qu'ils s'associent ensemble sur la même compétence ou 2 personnes qui sont déjà associées. Pourquoi je te dis ça? Parce que lorsque tu vas prendre une seule personne, le problème c'est que cette personne, elle peut te coûter moins cher que les 2 personnes, mais le problème c'est que lorsque celle-ci, elle a un empêchement ou un imprévu ou qu'elle veut prendre des vacances ou ce genre de choses, eh bien ça te bloque dans tout. Alors que lorsque tu travailles avec 2 associés, les 2 associés, ils travaillent ensemble sur le même projet. Donc forcément, il y a 2 cerveaux, il y en a un qui se repose, l'autre qui travaille. Pendant que l'autre se repose, l'autre reprend le travail derrière. Bref, il y a une vitesse d'exécution qui est meilleure. En plus, il y a 2 cerveaux. En plus, s'il y en a un qui s'absente, qui a un imprévu, il y a toujours l'autre. Donc vraiment, c'est beaucoup mieux. Des fois, c'est contre-intuitif parce qu'on se dit ça va coûter plus cher. Mais au final, ce qui va coûter plus cher, c'est lorsque ton A-player qui est tout seul est absent. C'est ça qui va te coûter le plus cher finalement. Maintenant, parlons de l'exécution. La personne qui s'occupera pour toi de la création du site internet, elle va se référer uniquement au cahier des charges. C'est pour ça que c'est important d'avoir un cahier des charges précis avec tout vraiment de précis. Parce que si sur ton cahier des charges, t'as pas les polices, t'as pas les couleurs, et bien ce que le sous-traitant va faire, c'est qu'il va faire les couleurs en fonction de ce qu'il pense être le meilleur, la police en fonction de ce qu'il pense être le meilleur. Et ensuite, si c'est pas bon ou si le client, ça ne lui plaît pas, et bien derrière, il va devoir payer un supplément pour toutes les modifications qui ne lui plaisent pas. C'est pour ça que c'est important qu'un cahier des charges soit bien rempli pour éviter le supplément et tout le désagrément derrière. En plus, c'est un client qui va pas être forcément satisfait parce que ça fait 2-3 semaines qu'il attend son site et quand il l'a, eh bien, il est surpris parce qu'il y a des choses qui ne lui plaisent pas. Bref, le cahier des charges, super important qu'il soit le maximum précis. Et plus il sera précis et plus ton sous-traitant va faire quelque chose qui correspond à la vision de ton client. Le sous-traitant, il ne se prend pas la tête. Il est là
pour reproduire un cahier des charges. À aucun moment, il va contacter le client. C'est à toi de faire le lien entre le client et ton sous-traitant. Donc, s'il y a un problème, c'est ni ton sous-traitant, ni ton client. C'est toi, parce que tu n'as pas su guider suffisamment le client pour remplir son cahier des charges, ou tu n'as pas su guider suffisamment ton sous-traitant pour qu'il puisse suivre tous les termes du cahier des charges. D'où l'intérêt d'avoir sur le long terme un manager qui s'occupe justement de ça, de la liaison entre ton client et ton sous-traitant. Maintenant, parlons du prix. Pour déterminer le juste prix, c'est relativement simple. Ce qu'on fait, c'est que ton sous-traitant, en fonction du cahier des charges, il va estimer un budget. Il va dire, écoute, pour ce cahier des charges-là, le budget est de 300 € par exemple. Pour 300 €, je fais ce cahier des charges parce que c'est du cas par cas. Tous les cahiers des charges sont différents. Il y a des sites qui vont être beaucoup plus simples à réaliser que d'autres et tout dépendra du coût du cahier des charges. Donc, le sous-traitant va estimer pour lui le budget nécessaire pour la mise en place de ce site internet. Quant à toi, tu dois te dire que le budget que ton sous-traitant aura mis en place, c'est l'équivalent de la compte que tu vas demander à ton client. Donc, les fameux 30%. En réalité, c'est entre 15 et 30%. Pourquoi? Parce que ton sous-traitant, plus tu vas lui donner de travail et plus le budget va baisser. Il va faire baisser ses prix parce que tu lui apportes davantage de travail. Donc, s'il fait baisser ses prix, forcément, ça correspondra à 15%, par exemple, 15-20% de la compte que tu vas demander à ton client. Si en revanche, tu lui apportes un projet, je sais pas moi, tous les 2 semaines ou un projet par mois, là, bien sûr, ton projet, on va dire pour un site professionnel, moderne et relativement classique, un site vitrine, eh bien, à ce moment-là, ton sous-traitant pourra te demander quelque chose comme 300 €. Et à ce moment-là, toi, tu diras à ton client, la compte est de 300 €. Ton client, il verse la compte de 300 €. Ces 300 €, tu les donnes à ton sous-traitant. Ton sous-traitant, il exécute, puis il te livre, toi tu vérifies, et puis tu livres au client, et le client va payer les 70% restants à payer. Il faut bien comprendre que le sous-traitant, il n'est pas là pour se prendre la tête. Il est là juste pour recevoir des missions. Et il exécute, il exécute, il exécute. Lui, il veut pas se prendre la tête à aller chercher des clients, à chercher des commerciaux, à mettre en place des process, mettre en place des techniques de vente. Lui, il veut pas se prendre la tête. Lui, il travaille avec des agences, il travaille avec des professionnels et ce sont eux qui lui apportent les projets. Surtout qu'en général, ils sont pas en France, donc c'est encore plus difficile pour prospecter pour eux, et sans compter le décalage horaire. Alors là, laisse tomber. Eh bien, maintenant, tous les conseils que je viens de te citer depuis le début, je les ai mis en place pour moi-même. Et j'ai donc trouvé 2 frérots, un qui habite dans le nord de la France et un autre qui habite dans le nord du Maroc. Les deux sont associés et ils sont spécialisés dans la création de sites web et ça depuis déjà plusieurs années. Ils ont la particularité de travailler uniquement avec des agences, ce qui fait qu'ils sont uniquement dans l'exécution et ils reçoivent des missions et eux, ils exécutent. Maintenant, ce qui est top, c'est qu'on a 2 app-layers qui travaillent ensemble depuis des années, qui ont de l'expérience et la compétence et qui parlent très bien français. Et surtout, ce qu'il faut savoir, ils m'ont dit qu'ils travaillaient aussi occasionnellement avec une équipe de freelancers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a besoin de faire de la quantité, ils pourraient l'assumer cette quantité. Et ça, c'est super important pour nous parce qu'on ne veut pas être limité à la quantité. Je ne veux pas arriver un jour à me retrouver avec une dizaine ou une vingtaine de sites web à faire et je suis bloqué parce que la vitesse d'exécution ne suit pas derrière. Bien évidemment, avant, je leur ai dit qu'on allait commencer tranquille avec 1-2 clients, histoire de voir comment ça se passe, de mettre en place les premiers process et de pallier aux premières difficultés. Une fois qu'on a mis en place ça, là, on pourra commencer à travailler sur du sérieux. Et bien évidemment, notre premier client, ça sera notre ami dans le télécom. Et c'est pour ça qu'on attend avec hâte son cahier des charges pour que je puisse le transmettre et qu'on puisse faire notre première expérience ici sur ce challenge de délégation. Je t'encourage toi aussi à commencer à chercher tes premiers app-layers et le tout dans le but de scaler un maximum. On veut atteindre la lune et si on n'atteint pas la lune, au moins on finira dans les étoiles. En attendant le cahier des charges, je te dis à demain. Peace.